fait, on m'a demandé, donc je m'appelle Niela Rakoutoarvou, je suis secrétaire à l'association SEM, et Patrick, en fait, m'a demandé d'intervenir sur ce thème pour vous partager mes vécus quand je suis retournée à Mada. Alors, pour un petit peu savoir mon vécu, en fait, c'est que j'ai quitté Mada quand j'avais 16 ans. Donc, je suis mes parents, j'ai vécu à Dakar, j'ai vécu au Guadeloupe, à La Réunion, puis après je suis retournée à Marseille. Et puis à la fin de mes études, c'est-à-dire à la fin de mon Master 2, avec toute la bonne volonté que j'avais et toutes mes convictions, je me suis dit, tiens, tu as fait ton Master 2, tu n'es pas la plus intelligente, mais tu as quand même des compétences, pourquoi ne pas venir à Mada et utiliser tes compétences pour ton pays. Donc à ce moment-là, j'ai fait des petites recherches sur Internet et il y avait une association qui s'appelait à l'époque Fitting Boom qui m'avait contactée. Donc au fait, cette association, le président de cette association, c'est un Réunionnais. Donc il m'avait connu sur Facebook, puis on a commencé à échanger, puis il a dit, écoute, Niaël, nous serons contents vraiment de t'accueillir à Madagascar, on a envie de travailler avec toi, on va monter ensemble une association qui s'appelle Fitting Boom et qui va plutôt investir dans la région Sava. Alors pourquoi la région Sava? Parce qu'en fait il est marié avec une personne qui venait justement de la région Sava, donc il me disait, tiens, on aura des points de contact là-bas, ce sera beaucoup plus facile. Donc à la base, au départ, on voulait faire des projets de développement pour désenclaver les petits villages de Sava. Parce qu'on s'était rendu compte qu'à Sava, les villages étaient super isolés et qu'en fait les enfants étaient directement dans l'activité traditionnelle. Par exemple le zébu, etc., mais n'allaient pas à l'école. Donc on s'est dit, tiens, on n'a qu'à aller dans cette région-là, et déjà pour commencer, pour désenclaver la région, on va faire une sorte de projet de bus scolaire qui va en fait aller dans toutes les petites régions pour aller distribuer des petits livres. Donc à la base, le projet était super sympa. J'étais arrivée, toute contente, ils m'ont bien accueillie, et comme le thème c'est revenir à Mada, moi, en fait, mon objectif, c'est de partager les points qui m'ont bloqué, justement, parce que j'étais bloquée, et qui pourraient, en fait, être source après d'opportunités de rebondissement. Parce que ce qui se passait, c'est que j'étais super passionnée, super contente de travailler avec Fitting Boom, mais un de nos problèmes, et c'est là où je me suis confrontée à ma première problématique à Mada, c'est que quand on ne connaît personne, eh bien on est complètement bloqué. On était tous les deux. On ne savait pas du tout comment faire, on n'avait aucun soutien de l'autorité, et au fait, on devait nous-mêmes aller dans la région et essayer de parler avec les gens, sachant qu'on ne connaissait pas suffisamment le dialecte. Moi, je ne connaissais pas le dialecte de Sava, et lui non plus, il ne savait pas du tout parler malgache. Ce qui veut dire qu'au final, on était face à nous-mêmes. Et lui, comme on fonctionnait vraiment par le sous-personnel, il devait revenir à la réunion pour faire des hamburgers. Ce qui fait que j'étais avec sa femme et son fils. Le problème, c'est que sa femme et son fils, ils n'étaient pas si passionnés que ça par le projet. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, au bout de 2 mois, ils m'ont dit, Niena, vraiment, on est désolé, mais je pense qu'on ne pourra pas continuer plus loin. Nous, on ne sait pas trop ce que tu veux dire par tes projets de développement. Ça ne nous intéresse pas trop. Nous, on a des problèmes quotidiens à gérer et puis mon mari n'est pas là. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, donc, échec, rebondissement. Rebondissement, je me suis dit, écoute, Niaël, t'es venue quand même à Mada pour faire quelque chose, il faut que tu trouves un job. Donc, j'ai commencé à chercher un job. Et c'est là où j'ai été admise, au fait, à la STAR. Donc j'ai été à la STAR en tant que gestionnaire de compétences et en tant que formatrice. Et c'était super, c'était vraiment super. Les expériences étaient magnifiques et au fait j'ai pu former des gens. Ça c'était une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai vraiment pu aider les personnes qui étaient autour de moi parce que grâce à ma position, j'ai pu former les gens par exemple en éthique en entreprise, j'ai pu former les gens en management, j'ai pu former les gens en 5S. Et c'est là où il y avait aussi une problématique. Au fait, c'est en formant les gens que j'ai vu la problématique. Une des problématiques à Madagascar que j'ai soulignées, c'est que les personnes qui sont les simples ouvriers, ils sont en manque de savoir, ils ont envie de connaître. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop happés par leurs problèmes quotidiens qu'ils ne pensent pas à apprendre, mais ils pensent à survivre au jour le jour. Ce qui fait que lorsqu'on les forme, si on ne touche pas directement à leur contexte local, eh bien on ne pourra pas les toucher. Si on parle juste, écoute, si tu veux avoir une éthique en entreprise, arrête de voler, sinon si tu voles, on va te virer, ça marche pas.
Directement, il dit, mais écoute, toi, t'es bien payé, moi, je suis payé à 50 000 $ le mois, j'ai ma femme, mes enfants à nourrir, c'est bien beau de me dire qu'il ne faut pas que je vole, mais à côté, il faut aussi donner les infrastructures qu'il faut faire. Par contre, si vous essayez de vous approcher des personnes, de parler avec eux, de vivre avec eux, et de leur apprendre que ce n'est pas vraiment l'acte, le fait de voler pour survivre qui va apporter quelque chose de positif, enfin, qui va apporter une solution, mais que ça va être juste quelque chose de très éphémère, et que le problème, c'est que si lui, il vole, et que tous les autres volent à côté, ça va pas marcher. C'est au fait, en leur faisant comprendre petit à petit cela, qu'ils ont commencé à dire, ah ben tiens, il y en a, peut-être que tu as raison, peut-être que je devrais changer, que je devrais arrêter de voler, etc. Donc tout ça pour dire quoi? À partir de ce moment-là, je me suis dit que le contexte Hamada est vraiment très difficile. Au fait, pour toucher les gens Hamada, avec toute la bonne volonté qu'on a, et avec tous les sous qu'on peut avoir, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la culture. Les gens ne pensent pas différemment, les gens ne pensent pas forcément comme nous. Et c'est pas négatif. Ils ont le droit de penser comme ils le pensent parce que c'est leur vie, c'est leur manière de voir les choses. Donc au fait, par exemple, nous qui arrivons à Hamada, on a souvent tendance, en tout cas moi, au départ j'avais tendance à me dire, écoute, j'ai la bonne parole, je sais la vérité, tiens, je vais leur imposer ça. Mais ça ne colle pas parce qu'eux, ils ont une autre réalité, ils ont une autre vision. Par exemple, dans un milieu professionnel, par exemple, c'est quelque chose de tout bête. Ils savent par exemple qu'il y a une injustice qui est là. Ils ne sont pas du tout au courant de toute la procédure juridique qui leur est à portée de main. Ils sont incapables de savoir qu'en fait, en tant qu'employés, ils ont des droits, ils ont des devoirs. Parce qu'ils ne le savent pas et parce qu'on ne leur communique pas. Et surtout aussi, parce que s'ils veulent aller se battre pour justement ces droits leurs droits et leurs devoirs, ils auront peur. Ils ont peur en fait. Ils se disent, tiens, je suis un simple employé, si je commence à demander mes droits, mais de manière dans les règles, hein, peut-être qu'on va me virer, peut-être qu'on va me faire quelque chose de mal. Et en fait, toute cette nébulosité qui se passe à Hamada fait que toutes les choses qu'on veut mettre en place à Hamada, dans l'optique de revenir à Hamada, même avec toute la bonne volonté, si on n'est vraiment pas près des gens, si on n'essaie vraiment pas de se mettre dans la peau des gens, eh bien on échoue. En tout cas, moi en fait, moi j'ai complètement échoué, parce qu'au lieu d'aider les gens, eh bien les gens se sont mis contre moi, dos à dos à moi, parce qu'ils se disaient, bah, tiens la petite, qu'est-ce qu'elle a à dire, elle n'a pas à nous donner des leçons, etc. Et c'est là en fait où j'ai pris le recul et je suis revenue en France et j'ai fait mon association qui s'appelle SAIN. Par contre, à la différence, c'est que tous les points négatifs que j'ai vus quand j'étais sur place, eh bien, j'ai mis les correctifs, hein, j'ai fait des rectifications sur ma manière de faire, sur ma démarche, sur mon approche pour aider mon pays. Et cette première démarche, c'est quoi? C'est justement se mettre dans la peau des gens, d'où notre relais à Madagascar en fait. Rentrer à Madagascar, bah, effectivement, il faut avoir un projet, mais il faut aussi se renseigner en fait. En tant que quelqu'un qui va aller à Madagascar, il faut se renseigner, être bien conscient, justement pour ne pas échouer, être conscient que déjà, culturellement parlant, Madagascar est un peu complexe, puisqu'on a 18 ethnies. Donc déjà ça, c'est un contexte. Deuxièmement, on a vécu plusieurs trucs historiques, comme la colonisation par exemple. Donc c'est plus à la mode, mais on voit quand même la mentalité, il y a quand même une certaine complexe, si tu veux. Donc toi, peut-être que tu as plein de choses positives, mais il y a toujours ce petit complexe qui se met en place. Donc toi, si tu veux vraiment faire quelque chose à Hamada, il faut déjà que tu te rends compte que tu as ce contexte historique, ce contexte culturel. Il y a aussi le contexte économique. C'est pas le même niveau, c'est pas le même rythme de vie que ce que tu vis ici en France ou ailleurs, en dehors de Hamada, et que ce que tu vis à Hamada. Il y a aussi le contexte politique, il y a aussi la partie corruption, il y a aussi le manque encore en fait à Hamada de la protection juridique par exemple, qui pourrait qui peut-être ici est quelque chose d'acquis, mais là-bas c'est encore en pleine construction. Bon, on n'a pas encore cette souveraineté juridique, enfin, on a des lois, mais souvent c'est pas très appliqué et t'as la partie corruption, c'est difficile, l'administratif et tout. Donc en fait, bien se renseigner dans quel secteur tu vas investir. Est-ce que tu as aussi des relais? Si tu vas là-bas tout seul, sans relais, sans quelqu'un de local sur qui tu peux t'appuyer, dis-toi bien que déjà, c'est comme si tu te
gens, parce que toi, forcément, tu as des bonnes idées, et qu'on t'arrive sur place, peut-être que c'est pas si applicable que ça, peut-être qu'il y a 2-3 réglages à faire, peut-être qu'il faut avoir des relais locaux, et enfin, troisièmement, il faut que tu aies la niaque, que tu crois à ce que tu fais. Et à ce moment-là, ça peut réussir. Je trouve qu'à ce moment-là, quand tu as posé les bases, tu peux réussir. Mais si tu y vas juste en disant tiens, j'ai envie de faire un truc super dans mon pays et que j'y arrive sans aucune information, juste avec mes petits sous et mes 2-3 petites connaissances, là, peut-être qu'au début, tu vas avoir la niaque, et après tu vas te fatiguer, tu vas te dire ah bah tiens, je vais. Et ça va te frustrer en fait.